Stéphane De Vries, bonjour. Bonjour. Néerlandais, basé à Paris. Vous êtes correspondant de différents types de médias, je pense Oui, oui, très nombreux. On va citer en particulier Euronews et RTL Pays-Bas. en effet. Je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui parce que nous voulons avoir un éclairage sur la situation hollandaise dans le contexte de la crise que l'Europe traverse. Donc on sera intéressé d'entendre ce qu'il en est bien sûr de la crise d'un point de vue sanitaire et économique au niveau des Pays-Bas. Et sinon, nous assistons depuis quelques semaines à un drame qui prend des proportions assez impressionnantes, notamment en Oui, Italie, qui oppose deux camps, euh, ce qui explique aussi ce pourquoi certains médias et certains politiques raffolent de ces oppositions très caricaturales entre deux camps. Donc d'un côté, le Nord, qui serait mené précisément par l'Allemagne, et les Pays-Bas, qui seraient les adeptes de la rigueur budgétaire et qui sont des pays qui, de facto, empruntent à des taux intéressants sur les marchés, qui s'opposeraient à des États dits du Sud ou amis de la cohésion, selon les traductions qui sont oui, préférées d'un État à un autre, et qui, aimeraient pouvoir avoir recours à une forme de mutualisation de la dette par l'intermédiaire notamment des fameux eurobonds ou obligations européennes. Quoi qu'il en soit, le chiffon brûle entre ces deux camps et notamment du point de vue de l'Italie, le gouvernement néerlandais est véritablement montré du doigt. Mark Rutte est, semble-t-il, celui qui veut avoir la peau de l'Italie. Alors, l'idée, c'est justement de discuter un petit peu avec vous de cette situation pour comprendre les tenants, les aboutissants de la chose. Mais je voudrais vous poser une première question oui. euh, concernant simplement la situation actuellement aux Pays-Bas sur le plan sanitaire et économique de cette crise. On a le sentiment que le pays est quelque peu épargné par rapport à d'autres. Est-ce que c'est juste un sentiment? Qu'en est-il? Je pense qu'il est encore trop tôt pour juger la situation économique parce qu'il y aura encore plein d'effets dominos, je pense. Il est vrai que comparé aux autres pays qui entourent les Pays-Bas, donc notamment la Belgique, la France ou encore l'Espagne, il y a beaucoup plus de commerces qui sont encore ouverts. Les gens sont invités à aller continuer à travailler à la maison si possible. Mais par exemple, les magasins d'habits ou d'autres d'autres produits qui ne sont pas forcément nécessaires, autres que l'alimentation, sont aussi ouverts. En même temps, il y a aussi une grande partie des magasins qui sont quand même fermés, hein, donc c'est un peu mitigé. Euh, et donc, par exemple, les restaurants sont fermés, mais les restaurants ont le droit quand même de fabriquer des plats et de les livrer. Donc, il y a pas mal de restaurants qui arrivent à quand même faire un chiffre d'affaires sans doute moins important qu'avant la crise, mais néanmoins, il y a toujours une activité économique assez importante. Aussi, il faut savoir qu'avant la crise, donc disons l'année dernière, déjà un tiers des Néerlandais avaient l'habitude de travailler régulièrement à la maison. Donc maintenant, c'est une beaucoup plus grande partie de la population, donc c'est quand même un énorme changement. Mais dans la culture, c'est déjà quelque chose qui était depuis plusieurs années en route. Donc, en quelque sorte, il faut aussi savoir que la majorité des Néerlandais travaillent à temps partiel, hein. Donc, c'est une autre architecture du marché du travail, si vous voulez, qui fait en sorte qu'il y a quand même encore une activité économique importante. Mais en même temps, il y a bien sûr aussi beaucoup de PME qui maintenant ont vraiment des difficultés. Pour l'instant, ça va, mais je pense que si ça dure encore 3, 4, 5 semaines, il y aura aussi aux Pays-Bas des effets économiques assez catastrophiques. Mais le sentiment des gens que vous connaissez, c'est que les Pays-Bas s'en sortent mieux ou pas que d'autres On ne pays? se compare pas vraiment aux autres D'accord. pays. Il est vrai que la situation économique avant la crise Corona des Pays-Bas était vraiment excellente. C'était probablement l'une des économies les plus dynamiques de l'Europe. Une dette publique qui a beaucoup baissé, un excédent un excédent budgétaire, un énorme excédent sur le commerce international, pas de chômage, à peu près 3%. Donc la situation était très bonne. Donc ça veut dire que la crise qui arrive maintenant, même si on ne peut pas encore juger le véritable impact, euh,
l'impact sera énorme aussi, mais peut-être dans les pires scénarios aujourd'hui, le gouvernement compte sur un chômage de 8 à 9% à la fin de l'année. Et il faut savoir que la France, déjà avant la crise, était à 8 à 9%. Absolument. Donc, c'est un autre Absolument. contexte. Les Néerlandais sont aussi très optimistes de manière générale, donc il y a aussi plein d'activités qui se développent pendant cette crise. C'est assez intéressant à voir. On utilise aussi la crise pour créer des nouvelles activités. Alors justement, ça me permet de rebondir parce que cette situation économique et sociale qui était donc très positive avant la crise, on espère que ce soit malgré tout toujours le cas par la suite, est-ce qu'elle elle permet d'une certaine façon de concevoir la proposition de Mark Rutte comme étant légitime, comme étant normale? Autrement dit, tout simplement, est-ce que le point de vue de Rutte, et j'insiste bien sur le point de vue donc du Premier ministre qui est là depuis longtemps à la tête donc de ce gouvernement et non pas du pays dans son ensemble, puisqu'on a tendance à un peu faire la confusion des choses. Est-ce que c'est un point de vue qui est partagé par la classe politique euh, néerlandaise en général? Et à cette question, j'ajoute la suivante qui est tout à fait liée. Que pensent en général les partis politiques, notamment néerlandais, de la position italienne, qui, elle, Ouais. semble pour le coup, assez largement partagé par toute la classe politique, avec l'idée que les Pays-Bas et le gouvernement Rutte véritablement veut du mal au pays, à la péninsule. Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez mitigé. Donc, l'image que l'on dépeint des Pays-Bas en Italie ou peut-être aussi en Espagne et en France ne correspond pas vraiment à la situation, enfin, n'est pas un reflet de la situation réelle. C'est beaucoup plus complexe. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la coalition de Mark Rutte, et c'est une coalition de 4 partis, des chrétiens orthodoxes, comment dire, les libéraux, le VVD, donc c'est le parti de Mark Rutte, qui est aussi dans le groupe Renew Europe avec Macron, le D66, qui est aussi dans le même groupe, qui aussi, sont des sociaux-libéraux, et le CDA, sont des chrétiens démocrates. Donc, cette coalition est déjà très bizarre, surtout à l'étranger, on ne comprend pas trop bien comment ça fonctionne. Bon, au sein de cette union, de cette coalition, il y a les chrétiens orthodoxes qui sont mitigés, ils trouvent quand même qu'il faudrait peut-être aider le Sud, et des 66 qui sont carrément opposés à l'attitude du gouvernement néerlandais, qui sont eux un parti toujours pro-Europe et qu'eux ils sont en faveur d'Eurobonds. Peut-être ils n'aiment pas trop le nom non plus, mais ils sont quand même positifs sur le concept des Eurobonds. Donc même au sein de la coalition, il y a déjà des divergences de vues. Ensuite, il faut savoir que Hoekstra, le ministre des Finances, qui est un peu comment dire, le Frankenstein d'Europe en ce moment, lui, il fait partie. Ouais, enfin, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais celui qui est très méchant, bah, le plus méchant d'Europe. Il faut savoir deux choses. Déjà, c'est un néerlandais de pur et dur, donc ça veut dire que l'emploi de son langage est très brut pour un latin. C'est très direct. C'est le néerlandais qui est comme ça aussi. Hein. Donc, un néerlandais se trouve malhonnête s'il n'est pas direct. Donc, il n'aime pas prendre des détours, la langue de bois, parce que c'est considéré comme être malhonnête. Il faut comprendre ça aussi, parce que le ton est très important, je pense, dans ce qui s'est passé avec Hoekstra. Et quand on n'est pas habitué à ce ton, on peut déjà le comprendre comme des insultes, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est sur la forme. Ensuite, il y a le fait que les chrétiens démocrates cherchent un nouveau leader. Et Hoekstra, il a envie d'être le nouveau leader de CDA. Donc, ce qu'il a fait les semaines passées, ça rentre aussi dans une politique nationale, ou peut-être surtout dans une politique nationale. Parce qu'aux Pays-Bas, on aime les ministres des Finances qui sont forts, qui sont sévères, qui sont durs. Donc, ça fait partie de sa campagne personnelle. Bon, ça n'aide pas du tout l'Italie, hein, ni l'Espagne. Et donc, au Parlement, il y a un soutien pour le gouvernement contre les eurobonds, mais en même temps, il y a aussi des partis comme les Verts qui font des très bons scores dans les sondages, et les socialistes, enfin les travaillistes, donc c'est le parti du commissaire européen Frans Timmermans, le PVDA, et le D66, 3 partis qui font des bons scores dans les sondages, sont donc
contre l'attitude du gouvernement néerlandais, contre Hoekstra, mais en même temps, ils sont dans une coalition, donc ils ont à respecter en fait l'accord de gouvernement, sinon le gouvernement tomberait. Donc c'est très complexe déjà à l'intérieur. Encore pour expliquer ça aux Européens, aux Italiens, toutes les nuances disparaissent, c'est logique. Mais donc, et quand je parle aux gens autour de moi, par téléphone, les Néerlandais, mes confrères, en général, on n'aime vraiment pas trop l'attitude du gouvernement néerlandais. Il y a eu plein d'articles qui fustigent notamment cette brutalité néerlandaise, cette manque de finesse, ce manque d'élégance. Il y a plein de gens autour de moi qui regrettent peut-être que l'Italie et la France n'ont jamais respecté le pacte budgétaire, enfin la France encore moins que l'Italie, qu'il y a une image de l'Italie qu'ils ont du mal à encaisser les impôts. Donc, d'un point de vue financier, c'est une image négative. Mais en même temps, il y a plein de gens, donc plein de Néerlandais, qui se rendent compte qu'on est vraiment tous dans la même situation. C'est une crise inégalée dans l'histoire de l'Europe et il faut céder. Donc, si ça nous, les Néerlandais, coûtera de l'argent, si on doit envoyer de l'argent aux Italiens, qu'on ne reverra probablement plus jamais, soit. Donc, la situation est beaucoup plus subtile et je dirais même presque beaucoup plus en faveur de l'Italie que l'on a vu dans la presse européenne les derniers jours. Mais vous avez le sentiment que durant cette crise, les débats ont été plus vifs aux Pays-Bas qu'à l'habitude. L'opposition s'est fait plus entendre que d'habitude. Timmermans a fait des déclarations assez terribles vis-à-vis de Rutte, quand bien même le vote du Parlement a montré effectivement qu'il y avait plein soutien pour sa politique. Oui, le débat politique aux Pays-Bas est toujours très vivant parce qu'en fait, c'est le Parlement qui gouverne. En fait, le gouvernement, c'est juste l'exécutif. Donc, le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois, quand il y a une réunion dans l'Eurogroupe, par exemple, au Conseil, où tous les ministres se retrouvent, avant, il y a toujours un débat, quel que soit le ministre qui part, même si c'est le ministre des Affaires sociaux ou peu importe, il y a toujours un débat. Responsable devant tous les parlements, dans toutes les démocraties européennes, de toute façon. La différence, c'est que c'est le président de la République français qui, lui, n'a pas de responsabilité immédiate devant le Parlement, alors que le Premier ministre, lui, oui. Et il est supposé être le chef de gouvernement. Mais un chef de gouvernement... C'est vrai. C'est comparable un peu à l'Allemagne. Tout à fait. Oui. Mais vraiment, le gouvernement n'est là que pour exécuter ce que souhaite le Parlement. Donc, le gouvernement prend des initiatives, mais à chaque fois, c'est le Parlement qui décide. Donc là, à chaque fois que Rutte se déplace au Conseil, il passe auparavant, évidemment, au Parlement pour recevoir l'aval et savoir quelle est la parole qu'il doit porter. Oui, non seulement l'aval, mais aussi ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Donc, c'est un peu avec Angela Merkel, à la grande frustration des Français, souvent que Angela Merkel, elle a toujours besoin de parler au Parlement avant qu'elle aille à Bruxelles. Et pareil, par exemple, dans la défense, c'est très difficile d'envoyer des troupes allemandes, non seulement pour des histoires, pour des raisons historiques, mais aussi parce que le processus est très long. C'est toujours le Parlement qui décide. Et en France, quand Emmanuel Macron a envie d'envoyer les troupes, il dit oui, et une demi-heure plus tard, ils sont déjà dans le Sahel. J'exagère, mais donc il faut comprendre que c'est vraiment le Parlement qui gouverne. Et dans le Parlement, le débat sur l'Europe est toujours très vif. C'est parfois aussi très cliché, mais de manière générale, les Néerlandais sont pour l'Europe parce que c'est le pays qui profite sans doute le plus de tous les pays. C'est un pays extrêmement riche grâce au commerce international, grâce au commerce européen et le marché ouvert. Mais le grand problème, à mon avis, avec la vision des politiques néerlandaises à travers l'histoire, c'est que pour les Pays-Bas, l'Europe est un projet économique. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, la France. Pour la France, l'Europe est vraiment un projet politique. Et ces deux visions d'Europe sont pas forcément contradictoires, mais le problème, c'est qu'on
on se parle pas, on s'explique pas. Pourquoi est-ce que les Néerlandais sont si attachés à l'argent, à l'économie? Pourquoi les Français sont si attachés aux institutions? Pourquoi l'Allemagne est toujours un peu entre les deux? Ça, on n'en parle pas vraiment parce que quand on parle, on peut se comprendre et quand on peut se comprendre, on peut se déplacer dans l'autre et ensuite on peut construire. Et là, ce qui s'est passé entre les Pays-Bas et l'Italie, c'est exactement ça. Il y a eu plein de clichés de tous les côtés, parce qu'aux Pays-Bas aussi, on dit ouais, les mangeurs d'ail sur la Méditerranée qui travaillent jamais. En Italie, c'était les pingres, les protestants qui sont sur leur argent. Il y a pas de comment dire, on se parle pas, donc on comprend pas. On peut pas regarder dans l'esprit de l'autre. Mais quand on regarde l'Eurobaromètre, donc le sondage annuel de l'Union européenne, de la Commission, c'est que les Pays-Bas sont toujours 3e ou 4e en europhilie. Donc, ils sont très, très pour l'Europe. Et je pense, si je me trompe... Ce fut le cas par le passé pour l'Italie. Il n'est plus le cas désormais. Exact. Forcément que les Pays-Bas, dans cette séquence actuelle, et notamment le gouvernement Rutte, a eu une position peut-être encore plus intransigeante d'une certaine façon, du fait du Brexit. Les Pays-Bas, d'une certaine façon, occupant l'espace laissé libre par le Royaume-Uni. Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Je pense que c'est vrai, en effet, que les Pays-Bas prendront un rôle plus important depuis depuis le Brexit. Mais je pense que dans ce cas-là, ça ne joue pas vraiment un rôle. Je pense si le ministre des Finances avait été quelqu'un de D66, donc les libéraux, sociaux-libéraux qui sont aussi dans le parti de Macron au Parlement européen, il n'y aura pas eu vraiment ce conflit. Il y aura peut-être des questions, il y aura peut-être des négociations, mais le fait que Hoekstra soit le ministre des Finances, donc un chrétien démocrate, donc quelqu'un issu d'un milieu assez austère, qui s'inscrit aussi dans une certaine tradition néerlandaise, hein, et qui en plus aimerait devenir le chef de son parti, ça a aggravé la situation. Donc c'est aussi une question de personnes. Et quant à Mark Rutte, bon, il doit défendre en fait les souhaits du Parlement, il doit défendre son ministre des Finances. Et l'extrême droite, c'est pas quelqu'un défend sa position aussi. L'extrême droite ne veut plus d'argent à l'Europe du tout, donc même pas à Bruxelles. Mais bon, ils sont assez inaudibles, hein, parce que c'est vraiment pas dominant. Bien sûr, ils sont présents dans le débat, mais en général, l'opinion est très pour l'Europe, mais pour une Europe pragmatique. Et donc Rutte, je pense moi je dis toujours que le Thalys, donc c'est le train qui lie Bruxelles avec Amsterdam, mais aussi Bruxelles avec Paris, est un train amnésique, parce que en fait, quand les leaders néerlandais et français sont à Bruxelles, ils sont très pro-européens, et ils rentrent dans le train. Ils entrent dans le train pour rentrer dans leur pays, à La Haye ou à Paris. Et dans ce train, il se passe quelque chose parce que dès qu'ils arrivent à La Haye ou à Paris, tout d'un coup, ils sont pro leur propre pays et anti-Bruxelles. Donc, il y a quelque chose de bizarre dans ce train qui se passe. Et c'est aussi le cas avec Rutte. Il est très pro-européen, en fait, à Bruxelles. Il est pragmatique, hein, ça, il ne faut pas oublier. Pas du tout politique ou dogmatique, c'est vraiment du pragmatisme. Mais dès qu'il est aux Pays-Bas, il défend une ligne plutôt dure. Mais à la fin, les Pays-Bas donnent toujours. On a vu ça aussi avec la crise financière. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de pression. Mais en même temps, on arrive toujours à avoir un accord parce que les Pays-Bas, malgré toutes les actualités négatives avec l'Italie, resteront à jamais des fondateurs de l'Europe. Et ils sont au cœur de l'Europe et personne ne voudrait quitter l'Union européenne. Il y a beaucoup de critiques, mais réellement, il y a peu de gens qui voteraient pour le Nexit. Une dernière question avant de se quitter. Cette crise, au final, pour les Pays-Bas, quelles sont les traces qu'elle va laisser C'est difficile à dire. Je pense que la majorité des Néerlandais se rendent compte qu'il faudrait payer. Ça sera une crise longue, profonde, qui changera absolument le fonctionnement de l'Union européenne. Les Néerlandais veulent rester en Europe,
Donc, il y aura l'addition à payer. Et les Néerlandais sont aussi assez pragmatiques pour finalement accepter ce sort et payer et puis continuer. Je pense que, enfin, je l'espère, mais ça c'est mon opinion personnelle, la seule issue de cette crise sera peut-être une Europe beaucoup plus forte. Donc ça veut dire moins de rôle pour les États nationaux, pour les gouvernements nationaux. Et qu'on s'est rendu compte que le corona n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ce ne serait pas aux frontières. Et il faut collaborer ensemble, uniquement travailler ensemble, sinon on sombre. On le voit, ça c'est assez intéressant au niveau régional. Il y a énormément de projets en commun aussi avec cette crise Corona dans les régions frontalières. Par exemple, il y a un certain nombre des patients de l'Est des Pays-Bas qui sont transportés dans la Rhénanie, comment dire, ouais, en Allemagne, donc sur la frontière directement. C'est un peu le cas dans le nord-ouest de la France, la Moselle, tout ça. Donc peut-être l'avenir est à la fois donc une Europe forte et des régions fortes qui travaillent ensemble. Mais on a très bien vu que le niveau national, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc peut-être ça pourrait être une leçon, revoir la place des gouvernements nationaux dans la collaboration européenne. Et vous pensez que les Pays-Bas seraient prêts à faire ceci? À s'ouvrir à une réalité plus fédérale, somme toute, au niveau Les européen? Néerlandais sont pragmatiques, donc si ça rapporte de l'argent, c'est aussi cynique que ça, oui. Et je pense que ça rapportera beaucoup, beaucoup d'argent si on travaillait un peu plus ensemble. Merci Stéphane De Vries. Avec plaisir.